Commune attaquée, République menacée, et d'abord en image, en écho des scènes de violence, ces scènes que nous avons vécues, que vous avez vécues dans vos communes, dans vos villes, et tout cela qui a été notre actualité, qui reste une actualité pour les maires. Cette nuit a eu l'odeur du brûlé. C'est le scénario que les autorités voulaient éviter, des quartiers qui s'embrasent après la mort du jeune Naël, tué par un policier. Une vague de violence dans plusieurs villes de France. Des violences qui ont souvent touché des bâtiments qui accueillent les services publics, des symboles de l'État. Le domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne a été attaqué avec une voiture bélier enflammée. Des flammes devant la maison du maire de l'Haÿ-les-Roses. Des images, symboles de violence aveugle. Ce matin, une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Ces violences font aussi tache d'huile en région, comme à Mont-Saint-Barreul, près de Lille, où la mairie est presque entièrement partie en fumée. Une nuit encore, une fois marquée par de la violence. La mairie de Coulennes a été partiellement brûlée. Le message que l'on envoie à la trentaine d'émeutiers, c'est que ils n'auront pas de gain de cause, oui, et que la mairie va continuer à fonctionner malgré cette attaque. Et on ne cédera pas. Aller soutenir vos maires, c'est aussi pour dire à toutes ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour que la République tienne debout, que vous êtes là avec eux. L'Association des maires de France a décidé d'appeler les élus et la population à se mobiliser. Nous, on ne baisse pas les bras. On ne veut pas de consolation, on ne veut pas de commisération, on veut de l'action. Nous avons décidé d'appeler un rassemblement sur les parvis des mairies. Quand les élus de la République sont attaqués, c'est toute la démocratie qui est attaquée. C'est la République, notre République, qui recule. Il est hors de question qu'on soit des victimes, il est hors de question qu'on abandonne, parce que si c'est eux si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Et il est hors de question qu'ils gagnent. Les émeutes, bien sûr, mais des violences qui durent depuis des mois et sur lesquelles l'AMF, Monsieur le Président David Lisnard, vous aviez attiré l'attention, vous aviez tiré la sonnette d'alarme. Et on va appeler certains de vos collègues qui ont été témoins, qui ont été victimes de ces violences. J'appelle d'abord déjà Mohamed Niabali, et vous nous rejoignez, Mohamed, ainsi que David Lisnard, pour que nous accueillions Dorothée Pacaud, la maire de Saint-Brévin-les-Pins. Saint-Brévin-les-Pins, ça fait écho à tous les congressistes, j'imagine, quand on sait les violences qu'a subi son prédécesseur, et aussi les risques que vivent aujourd'hui des élus comme le maire de Bron, Jérémy Bréau aussi, qui est avec nous, et puis Laurent Laroche, le maire de Bellabre. Alors, des grandes communes, Bron, 42 500 habitants, mais Bellabre, c'est dans l'Indre, 940 habitants, Saint-Brévin, 14 500, l'île Saint-Denis, 8 700 habitants. Personne n'est à l'abri. Et c'est cela aussi ce que vous avez voulu dire en ayant comme message sur ce 105e congrès Commune attaquée, République menacée, David Lisnard. Oui, absolument. Personne n'est à l'abri. Et de même qu'on a vu monter le trafic de stupéfiants dans tout type de communes. C'est un phénomène assez frappant depuis une quinzaine d'années. Des dealers qui avant étaient dans certains quartiers de certaines villes, maintenant sont dans toutes les villes, mais aussi dans les villages. Et bien sûr, les violences urbaines, eh bien, ça devient des violences parfois rurales, ou périurbaines, ou périrurales. Et puis tout simplement, ce délitement civique que nous évoquions dans nos propos avec André tout à l'heure se retrouve dans ces comportements. Donc oui, malheureusement, les communes sont attaquées. Enfin, juste ce chiffre, 168 écoles ont été dégradées ou détruites. Jamais dans l'histoire du pays, des écoles n'avaient été attaquées. Jamais. Et pourtant, notre pays en a connu des violences, des mouvements sociaux, des antagonismes, des révolutions. C'est une première et ce phénomène ne doit pas être sous-évalué.
Parce que sous-évaluer la réalité, c'est se préparer à ce qu'elle se réitère de façon accentuée. Alors, Mohamed Diabali, dans votre commune, c'était en 2020. 2020, des croix gammées sur le portail de votre domicile, des menaces de mort, des injures racistes, et même la voiture d'une collaboratrice incendiée sur le parking de l'hôtel de ville. Totalement. C'est la première fois que j'en parle en public, comme ça, parce que je suis de nature assez fier et je refuse d'être sur la défensive sur ces sujets-là. Première chose que je souhaite dire, c'est que ma ville est assez singulière. Maintenant, 8800 habitants, 85 nationalités, et il n'y a pas d'hôpital. Donc, on vient tous d'ailleurs chez nous. Et je n'ai jamais pu imaginer, j'ai grandi dans cette ville, avoir des croix gammées sur mon portail. Voilà. Et pour moi, c'était impensable que ce soit quelque chose qui vienne de notre île, mais quelque chose qui vienne de l'extérieur. Je sors le matin, comme à mon habitude, à 7h30 pour amener mes enfants à l'école avec mon épouse. Et je vois tous les passants interpellés, mes voisins, estomaqués, devant mon portail, et qui me disent « Monsieur le maire, regardez ce qu'il y a ». On cache le portail, on fait sortir les enfants, on les ramène à l'école. Ça m'a d'abord heurté, où j'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé. Et ensuite, on a vécu un moment de solidarité juste inoubliable. Plus de 500 élus sont venus se rassembler à l'île Saint-Denis pour dire non au racisme. Et deux choses m'ont vraiment touché. Mes voisins ont repeint mon portail avant que je rentre chez moi. Voilà. Et les habitants, un groupe d'habitants, sont venus chez moi un samedi matin pour chanter la Marseillaise en bas de chez moi, devant mes enfants, etc. Voilà, le plus important, ce sont ces réactions, comme la réaction aujourd'hui de l'Association des maires de France qui mobilise sur ces sujets. On va à Saint-Brévin-les-Pins, on en a beaucoup parlé, hein, Madame la maire. Aujourd'hui, Dorothée Pacaud, vous avez succédé à Yannick Morez, mais pour toute l'équipe municipale, ça a été une épreuve très, très dure. Là aussi, violence à partir d'un projet qui était peu contesté, puisqu'il avait fait consensus dans le conseil municipal, et des violences aussi importées, il faut le dire. D'autres communes, d'autres territoires qui sont venus mettre le feu, au vrai sens du terme, chez vous à Saint-Brévin-les-Pins. Oui, exactement. Et puis c'est vrai que tout de suite j'ai une pensée quand même pour mon prédécesseur Yannick Morez, effectivement, qui aujourd'hui a tourné une page, mais qui a terminé son mandat avec une grande amertume quand même par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'effectivement c'est une grande violence. Et toute l'équipe municipale, on l'a vécu de façon extrêmement difficile, sachant que ça faisait suite aussi à des menaces et intimidations qui duraient déjà quand même depuis de longs mois. Donc effectivement un événement très traumatisant pour nous tous. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Eh ben, j'en suis que dès que j'ai pris la suite, j'ai aussi dû faire face à des menaces, des intimidations, et que ça n'a pas du tout été simple. Et qu'aujourd'hui, les choses se semblent apaisées, mais on arrive au terme de ce projet, et moi, je reste mobilisée jusqu'au bout, et je souhaite que l'État reste mobilisé aussi jusqu'au bout, pour que les choses se passent le mieux possible, puisque je rappelle que c'est un projet de l'État. Voilà. Et nous, on le porte et on le défend, parce qu'on l'accepte, et il faut le défendre, mais c'est pas juste dire qu'on nous soutient, c'est affirmer aussi, dire les choses, dire que l'accueil de demandeurs d'asile, c'est une compétence de l'État, c'est important, et voilà. Et moi, c'est ce que j'attends, c'est que les gens disent les choses. Dire les choses, et tout à l'heure, on dira aussi comment sécuriser l'action des maires à partir des propositions de l'AMF, à partir du travail collaboratif que vous avez fait avec le gouvernement. Bron, alors là, on est dans la métropole lyonnaise, une politique que vous assumez pour assurer justement la sécurité de vos concitoyens. On est en février 2021 et ce sont des insultes, des menaces physiques, Jérôme Bréau, maire de Bron, que vous recevez, des jets de projectiles. Et même au sortir d'une réunion, une agression, parce que c'était une réunion sur l'emploi, sur la formation des jeunes, c'était quelque chose d'ouvert, de positif qui construisait l'avenir, mais vous avez eu en face de vous cette violence bête, tout simplement, en dehors de l'intelligence que vous essayez de créer avec tous les habitants de la commune. J'ai eu effectivement un apprentissage rapide. J'ai été élu en juin-juillet 2020. Et en l'espace de 6 mois, j'ai eu effectivement des tags de décapitation une semaine après l'assassinat horrible de Samuel Paty, puisque j'ai été élu avec mon équipe essentiellement sur la thématique de la sécurité, remettre de l'ordre
puisque les premières victimes, ce sont celles et ceux de nos quartiers difficiles qui en ont marre de subir. Donc on a fait ce pour quoi on a été élu. On a eu donc une semaine après Samuel Paty des tags de décapitation un peu partout dans la ville. On a eu également aussi en février 2021, comme vous l'avez dit, la voiture de mon collaborateur qui s'est faite caillasser très violemment. Hein. Nous étions là. J'ai été sous protection effectivement pendant 6 mois. Moi, j'ai pas été élu pour ça. J'ai été élu comme vous tous pour faciliter, améliorer, si possible, la vie de nos concitoyens. Maintenant, je pense qu'en France, sans rentrer dans un grand débat, il y a un vrai problème de l'autorité. Et la meilleure des préventions, c'est encore de la peur de la répression. Et en France, qui a peur de la répression ? On peut en débattre, ça peut être un sujet de philo pour le prochain bac de français, mais on n'a plus peur de la répression. Personne n'a peur de la répression. Et c'est pour ça que nous, les maires, mais comme vous l'avez dit, j'ai apprécié, on parle des maires, mais on parle aussi des enseignants qui en ont subi, qui ont perdu leur vie, les journalistes aussi qui sont obligés de venir sous protection à des manifestations, les médecins, les infirmiers, on est tous des victimes potentielles et effectivement, comme mon collègue l'a dit, passer le moment de la peur, on se dit maintenant il y a des solutions, soit on abandonne, et je respecte ceux qui démissionnent parce qu'encore une fois on n'est pas élu pour ça, mais à un moment, moi ça m'a à titre personnel, parce que aussi étant maire d'une grande ville, de 43 000 habitants, on est beaucoup plus staffé que les villes plus petites, de strates plus petites. On est plus entouré, plus aidé. Ça nous donne envie de remonter sur le cheval et de se dire, mais voilà, on a été élus pour défendre les valeurs de la République qui nous unissent tous. Et si on dit stop, on leur donne raison. Et c'est pour ça qu'il faut refuser la soumission. Il faut refuser de donner raison. C'est aussi la force. Ceux qui veulent attaquer la République à travers nous. Et effectivement, nous sommes tous des cibles. Mais en même temps, faut pas qu'on soit des victimes, parce qu'on parle des maires, mais il y a aussi nos adjoints qui sont fait attaquer. Moi j'ai un adjoint qui a été agressé en début d'année. Et les agents territoriaux. Et les agents territoriaux également. Et c'est pour ça, juste pour terminer, je remercie le soutien de l'AMF, parce qu'on parle des agressions, mais depuis, je me suis retrouvé dans une affaire en correctionnel où le procureur m'a mis sous le statut de victime, parce qu'on est souvent victime de harcèlement, etc. On a le soutien de l'AMF, on a aussi le soutien, il faut le dire aussi, il faut le dire quand ça va pas, mais il faut le dire quand ça va. Moi, j'ai eu le soutien de la justice qui a été présente au rendez-vous. Nous ne sommes pas tout seuls et c'est pour ça que j'encourage vraiment tous les collègues maires à déposer plainte systématiquement. Tant pis si ça fait augmenter les chiffres des plaintes, mais ça va dans le bon sens. Ça va au moins, la parole se libère et ça va dans le bon sens. En tout cas, je peux vous dire, chers collègues, on fait un travail formidable et faut surtout pas dire non à celles et ceux qui voudraient combattre nos idéaux. Merci Jérôme Bréau. Alors on le disait, pas seulement des villes, des milieux urbains, mais là si on est avec vous à Bellabre, Laurent Laroche, c'est une commune de 940 habitants dans l'Indre. On parle des violences faites à tous les agents publics, tous ceux qui ont une petite parcelle de ce message républicain, que ce soit les profs, les élus, les pompiers, tous ceux qui participent de notre vie locale. Mais ça touche aussi les proches et votre famille. Vous, c'est dans cette petite commune qui est au cœur du parc naturel de la Brenne, un projet de CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et alors une première manifestation, et puis de la violence qui s'exprime, qui va jusque devant chez vous pour invectiver votre épouse. C'est tout cela aussi, c'est la vie familiale qui est en jeu. Oui, tout à fait. Ça a commencé le 9 février dernier quand le conseil municipal, à une très grande majorité, 13 voix pour et 2 contre, ont voté la vente d'un bien immobilier de la commune qui était une ancienne usine, qui était en friche en fait, et cette usine était une vraie verrue sur la commune. Donc nous l'avons vendue à une association Ville-Thaïs, qui est dans l'Allier. Et donc cette association va réhabiliter ce logement pour accueillir 38 demandeurs d'asile. Et je suis très content d'être essentiellement des femmes et des enfants d'ailleurs. Essentiellement des femmes et des enfants. Et justement, j'ai eu en contact le maire de Saint-Brévin qui a été quand même beaucoup plus violenté que moi par rapport aux collègues qui sont présents aussi. Mais j'ai eu un tract dans ma boîte aux lettres qui disait après Callac, c'est Saint-Brévin, après Saint-Brévin, c'est Bellabre. Et c'est un tract qui a été diffusé par l'extrême droite française. Donc, il ne faut quand même pas oublier que voilà, il y a des vrais sujets en France. Certes, on ne peut pas forcément accueillir toute la misère du monde, mais moi, dans ma commune, j'ai décidé d'y prendre ma part. Et ma femme, lors d'une première manifestation, j'étais
parti manifester moi aussi pour le maintien d'une gare dans le département de l'Indre. Et mon épouse, enfin des amis m'appellent, il faut que tu reviennes, c'est très vite, tu as 120 personnes devant toi. Mon épouse a fait face à eux. D'après les gendarmes, elle a été très digne. Et là, je voulais aussi profiter de ça pour rendre hommage aussi aux conjoints d'élus. Et conjoints d'élus, on n'en parle pas assez souvent. Ce qui impacte les familles. Mohamed Yabali parlait de ses enfants. Tout cela, c'est aussi la vraie vie que vous partagez avec vos proches. Voilà. Hein. Et puis surtout, ce qui est formidable, c'est que vous dites, j'ai pas baissé les bras pour autant. Cette violence, elle venait de l'extérieur, parce qu'il faut savoir aussi que ceux qui soufflent sur les braises, ceux qui attisent cette violence, c'était pas dans votre commune de Belleabre particulièrement. Et puis surtout, vous dites, ce projet, on le mène, on continue. Ce projet il continue. J'ai que quelques personnes qui sont qui sont entraînées par d'autres. Et bon, j'ai vu que c'est très bien ce congrès. En fait, sur les menaces faites aux mairies. Et j'ai vu que vous avez choisi la couleur verte. Et le vert, c'est l'espoir. Et moi, depuis le 9 février, même depuis que je suis élu en 2014, moi l'espoir, la couleur, c'est l'espoir de la République. La République, c'est bleu, blanc, rouge. Moi l'espoir, il est dans les couleurs du drapeau français. Merci de ce magnifique message. Merci à vous quatre. Mohamed. J'en profite, je voudrais quand même dire un mot par rapport à ce qu'on vient de se dire. Je pense que le premier rôle du maire, c'est de rassembler, c'est de créer du lien, c'est de faire de la cohésion sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des actions face à la violence, c'est cette société de lien qu'on incarne chacune et chacun de notre côté. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai, les maires, ils portent l'aménagement du territoire. Mais on a un autre bras armé qui est construire le lien social, rapprocher les gens les uns les autres et faire du commun, faire commune. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi dire. Et c'est ce qui nous anime et qui nous porte au quotidien. Merci de ce message. 100% d'accord. Bravo. Merci de votre témoignage. Voilà, je crois qu'il était important de montrer quelques situations vécues. Il y a eu 32% d'augmentation, d'après le ministère de l'Intérieur, des violences sur les élus entre 2022 et 2021. Sur 2023, on est encore en augmentation d'au moins 15%. Mais derrière ces statistiques, ou avant ces statistiques, ce sont des réalités humaines, très diverses dans les motivations qui ont accompagné ces violences, mais très communes dans la haine qu'elles traduisent de certains individus qui se placent hors de la République française et hors de la démocratie. On est bien dans notre thème. Et dire que face à cela, pour que notre société soit une société de lien, de solidarité et de liberté, il faut qu'il y ait un ordre, et certains ici me pardonneront de dire un ordre juste. Voilà, merci. Merci. David Lisnard, maintenant on va parler des réponses, et on va parler du travail que mène l'Association des maires de France. Merci madame, merci messieurs. Et pour évoquer cette action qui est la vôtre depuis des mois, ce travail de concertation aussi avec le gouvernement, ce travail qui débouche sur des propositions très concrètes pour sécuriser l'action des maires, l'action des communes. J'invite à nous rejoindre ceux qui sont responsables d'un groupe de travail sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Catherine Lhéritier, maire de Valloires-sur-Cisse, qui est aussi la présidente de l'Association des maires du Loir-et-Cher, vice-présidente de l'AMF. Elle anime cette commission avec Frédéric Roig, le maire de Péguerolles de l'Escalette, dans l'Hérault. Il est le président de l'Association des maires de l'Hérault, coprésident de ce groupe de travail. Et également avec nous cet après-midi, Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Voilà, mesdames, messieurs, prenez place. Et puis, avant d'entrer dans le débat, j'invite Martial Foucault, le directeur du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, à rejoindre le pupitre pour nous présenter les conclusions d'une enquête dont on a déjà pas mal parlé, une enquête qui a été faite par le CEVIPOF et qu'il va nous présenter dans un instant, après une petite virgule, le lancement de notre séquence. Voilà des enquêtes régulières du CEVIPOF, mais cette année un nombre record de réponses. Est-ce que vous allez nous présenter ?
Oui, merci. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour... Je ne sais pas si on vous entend très bien. Je vais lever le micro. Est-ce que c'est mieux ainsi? Oui. Bien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir présenter les résultats de cette enquête à laquelle vous avez probablement, et je vous en remercie à l'avance, contribué en répondant au mois de septembre, octobre. Cette longue enquête, 70 questions, près de 40 minutes d'interrogation, où nous avons traversé un certain nombre de sujets portant sur les conditions d'exercice de la fonction de maire. Alors, il ne s'agit pas pour moi maintenant de vous présenter l'ensemble de ces résultats, parce qu'ils sont nombreux et nous n'avons pas terminé totalement l'exploitation. En revanche, je voudrais insister sur quelques enseignements et je vais utiliser... je n'ai pas de retour, mais peut-être que voilà, ça fonctionne. Quelques éléments qui me semblent cruciaux au regard des sujets qui ont déjà été abordés. Bon, tout d'abord, un point important, c'est historiquement l'enquête qui a recueilli un taux de réponse le plus élevé. Nous avons mis en place depuis 2018 ce dispositif d'enquête. Cette année, 8000 maires ont répondu, dont 6000 ont accepté en totalité de répondre à ce questionnaire. Alors, parmi les enseignements, j'insisterai sur 3 éléments. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la question des démissions et comprendre si effectivement, aujourd'hui, on est dans un phénomène très conjoncturel ou bien est-ce qu'il y a des explications qui structurent l'avenir à la fois de votre engagement comme maire, mais aussi de l'ensemble des équipes municipales. Deuxièmement, rediscuter ce qui est présenté, avancé par les maires comme une des causes des complexifications ou des difficultés dans l'exercice de leur mandat, ce sont avec les relations avec l'État. Et puis enfin, sur la question des violences. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, la question des démissions de maires. J'avoue que nous avons une grande difficulté quand on s'intéresse à ce sujet, c'est de ne toujours pas disposer, de la part de la statistique publique, d'éléments permettant d'objectiver le nombre réel de démissions. Il y a des efforts qui ont été faits par le ministère de l'Intérieur. Nous avons ce fameux répertoire national des élus, mais cela n'est pas suffisant. Et j'espère que si le sujet des démissions était un sujet d'intérêt public, alors nous pourrons nous disposer d'un système d'information et de documentation pour mieux saisir les causes de ces démissions. Quand on vous interroge, vous avez ici à l'écran, c'est peut-être petit, mais je vais très brièvement le résumer, les causes avancées par les maires sur le phénomène d'émission de vos propres collègues, vous observez qu'il y a 3 grandes causes. La première, c'est le rapport avec les habitants, avec vos administrés. Vous indiquez que vous observez depuis plusieurs années des citoyens de plus en plus exigeants dans leurs revendications et leurs demandes sociales. Et cela peut même déboucher sur des comportements dont on a eu à l'instant quelques illustrations, des comportements violents. Donc on a une première cause autour des relations avec les habitants. Deuxième cause, c'est la question des relations parfois complexes avec les services déconcentrés de l'État. Alors, bien sûr, il y a des situations où tout se passe très très bien. Je crois qu'après la crise Covid, il y a eu la démonstration que, notamment du côté des sous-préfectures et des préfectures, les choses ont permis de passer à travers la crise pandémique. Mais il reste un sujet qui parfois est un quiproquo entre ce qui est attendu des maires vis-à-vis de ces services et ce que ces services peuvent leur apporter. Et là, je crois que pour beaucoup de maires, lorsqu'il y a engagement dans la fonction de maire, c'est certainement pas pour devenir le technicien en chef de la municipalité. Et les éléments de discussion avec beaucoup de services se situent à un niveau probablement trop technique, j'ose pas dire trop administratif, parce qu'on est dans l'administration de la chose publique, mais trop technique. Et puis une troisième cause qui justifierait aussi des démissions, elle concerne cette fois-ci la question des conditions statutaires, et notamment du sujet des indemnités, mais j'y reviendrai dans une seconde. Les relations avec l'État. Vous voyez ici sur ces 2 questions que nous vous avons posées, on observe qu'il y a un sujet de la reconnaissance de l'État vis-à-vis de l'action des maires.
autant on observe qu'aujourd'hui, les maires ne souffrent pas tant d'un manque de reconnaissance de la part de leur action vis-à-vis de leurs habitants, mais souffrent davantage d'un manque de reconnaissance de l'État. Alors, je sais que Madame la Ministre, Madame Faure, vous êtes présente et certainement vous serez sensible à cette question. Essayons de voir le verre à moitié plein. Ça veut dire qu'à partir de ce constat, les marges de progrès sont considérables. Contrairement à ce qui a pu être parfois dit en disant qu'on est dans des oppositions assez dures entre les maires et d'autres strates de collectivités territoriales. Ici, il y a matière probablement dans un accompagnement et un certain nombre de dispositifs ont montré, alors pas pour toutes les communes, mais si je prends le dispositif Cœur de Ville, que finalement les relations avec l'État peuvent être, j'allais dire, plus positives et probablement contribuer à corriger cette tendance. Enfin, autre élément, pas inintéressant, concernant la perception qu'ont les maires du nombre de doublons entre les collectivités, le fameux millefeuille, mais les collectivités locales et les services de l'État, vous voyez qu'il y a une majorité assez massive de maires qui considèrent qu'il y a encore trop de doublons dans le pays. Alors, je passe très vite sur j'ai indiqué le deuxième point, les indemnités. Les indemnités, c'est un sujet qui est souvent présenté comme un sujet tabou. Il ne faut pas en parler. Bon, la loi... Parlons-en. Parlons-en. La loi Engagement et Proximité de 2019 a levé une partie de ce tabou puisque les maires de communes jusqu'à 3500 habitants ont pu bénéficier d'une revalorisation du régime indemnitaire. Vous voyez à l'écran, j'espère que ce n'est pas trop petit, mais sur cette illustration, qu'est-ce que l'on peut observer? Tout d'abord, que vous avez une majorité de maires aujourd'hui qui considèrent que les indemnités sont insuffisantes. Mais ils rajoutent souvent, dans une série d'entretiens que j'ai pu conduire, que ce n'est pas la condition de l'engagement. On ne s'engage pas avec l'espoir de percevoir une indemnité bonne ou insuffisamment bonne. Mais ils rajoutent très souvent, on ne s'est pas engagé pour gagner de l'argent, mais on ne souhaite pas en perdre non plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'indemnité, par définition, ça permet de couvrir des frais de représentation, de transport. Et à l'écran, vous observez que le jugement de l'indemnité insuffisante, elle grandit au fur et à mesure que la taille de la commune est importante. Donc il y a bien un certain nombre de catégories de communes où aujourd'hui cette indemnité peut être dissuasive pour l'engagement. Alors l'indemnité, j'ai essayé dans l'enquête, et vous avez peut-être souvenir pour celles et ceux qui ont répondu, on vous a demandé le temps que vous consacriez chaque semaine à votre fonction de maire. La moyenne, c'est 32 heures. Bon, ce temps, il varie considérablement selon la taille de la commune, c'est une lapalissade, mais il varie aussi selon le statut. Est-ce que vous êtes maire avec une activité professionnelle ou maire retraité? Je rappelle que 40% des maires en France aujourd'hui sont retraités. Et parmi les 60% exerçant une activité professionnelle, un tiers à temps partiel, 2 tiers à temps complet. Le jugement sur ce temps que vous déclarez permet d'y voir un peu plus clair si on devait faire un travail de mise en rapport entre le nombre d'heures consacrées, dévolues chaque semaine à vos missions et le montant de l'indemnité. Alors, je sais que c'est pour le débat, ce graphique, mais vous observez que le taux horaire, si je rapporte votre indemnité au temps consacré, vous observez qu'il y a très très peu de différence entre les très petites communes et les très grandes communes. On est, pour les petites communes, à un taux horaire qui est celui du SMIC au 1er juillet 2023, autour de 11 € de l'heure. Et on va doubler, pour les plus grandes communes, jusqu'à 20 € de l'heure. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme enseignement? Tout d'abord, que le bénévolat républicain, il est confirmé en quelque sorte par ces chiffres, premier élément. Et deuxièmement, la question pour les maires qui ont une activité salariée en parallèle pose véritablement difficulté dans cette capacité à essayer de trouver du temps lorsque les dispositifs existants ne reçoivent pas toujours un écho très positif de la part des employeurs pour libérer du temps, premièrement. Et deuxièmement, je dirais que le temps n'est pas compté dans l'engagement des maires. En revanche, la question de l'indemnité, pour moi, ouvre un autre sujet. Et il y a une ligne de crête dont Madame la Ministre a probablement la réponse, qui est au fond, de faire très attention sur la revalorisation indemnitaire.
Parce que quand je vois aujourd'hui ce qui permet aux maires de recueillir la confiance des citoyens, c'est précisément parce que les maires ne sont pas perçus comme des professionnels de la politique locale. Et donc, si on assimilait l'indemnité comme une rémunération et que cette rémunération professionnaliserait la fonction, alors je crois qu'on ouvre des lendemains qui risquent d'être des chanteurs. Enfin, pour terminer, sur la question des violences et des relations avec les usagers et les citoyens, je crois que c'est au-delà des communes attaquées, c'est aussi un pays qui est profondément conflictualisé, une société conflictualisée, et qui est, parce que c'est ce qui ressort avant tout de l'enquête, rongé par une forme d'incivisme. Vous avez ici à l'écran le jugement que vous avez exprimé sur le niveau d'exigence des citoyens, très élevé, vous êtes près de 70% à considérer qu'il est très élevé, et vous voyez sur la figure de droite qu'il n'y a pas de grande différence sur le comportement des habitants que l'on réside dans une très petite commune ou dans une très grande commune. Donc ça veut bien dire que ce sujet de l'incivisme traverse indépendamment la taille des communes. Alors sur les violences, et je termine par là, dans l'enquête, nous observons depuis 2020 des phénomènes qui, cela a été rappelé par les témoignages, sont à mon sens extrêmement préoccupants. Tout d'abord, la première forme de violence subie par les maires, ce sont les différentes variétés d'incivisme. 7 maires sur 10, depuis qu'ils et elles ont pris leurs fonctions en juin 2020, ont subi au moins une fois une forme d'incivisme. 7 maires sur 10. On a près de 4 maires sur 10 déclarant avoir subi toute forme d'insulte, d'injure verbale, et parfois de façon très, j'allais dire, invisible, moins discernable. C'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là, je crois qu'effectivement, on a beaucoup parlé tout à l'heure de formation. Il me semble qu'il y a un travail à engager très rapidement sur l'usage, les réponses à apporter ou à ne pas apporter lorsque des attaques vous sont adressées sur les réseaux sociaux. Et je sais la difficulté qui est la vôtre parce que bien souvent le réseau social, et notamment le réseau Facebook qui est le plus utilisé aujourd'hui dans les communes, est souvent utilisé à titre institutionnel. C'est un véhicule d'information. On veut communiquer sur les activités de la commune. Et c'est l'occasion dont certains citoyens peuvent se saisir pour vous intimider, pour vous menacer, parfois vous diffamer, vous et vos entourages. L'enquête révèle que 12% des maires ont leur entourage familial proche victime d'un certain nombre de ces violences. Et enfin, pour la première fois dans cette enquête, nous avons souhaité poser, ça rappellera quelques souvenirs de débats politiques au début des années 2000, et en particulier d'une élection présidentielle, lorsque le débat se posait sur le sentiment d'insécurité qui serait différent de la sécurité que l'on pourrait objectiver. Dans cette enquête, nous vous avons demandé quel était votre sentiment d'insécurité dans l'exercice de votre fonction, indépendamment du fait que vous ayez subi ou non des violences. Alors, vous avez ici la distribution, quand on est très à gauche, un sentiment très faible ou aucun sentiment d'insécurité, et à droite, un très fort sentiment d'insécurité. Quand on résume cette information, on observe que 15% des maires interrogés nous ont indiqué ressentir un sentiment d'insécurité très élevé, 15%. C'est sensiblement comparable, mais un petit peu plus élevé que ce qu'on observe dans les enquêtes de l'INSEE pour l'ensemble des Français. L'ensemble des Français, on est à 11%. Donc, vous voyez, au fond, qu'est-ce que je veux dire par là ? Que vous soyez maire, vous êtes aussi avant tout citoyen, et sur cette question d'insécurité, vous n'êtes pas, malgré vos fonctions, et ça touche aux questions du respect de la fonction, ça touche à la question de la reconnaissance, vous n'êtes pas totalement immunisé contre les risques qui sont aujourd'hui les vôtres dans vos fonctions. Je m'arrête là parce que j'avais indiqué être plus bref que prévu. Merci beaucoup. Et puis on va essayer de débattre, vous pourrez répondre à des questions. Et surtout, je voudrais rappeler que cette enquête, elle est très riche. Vous pourrez accéder sur le site de l'AMF, des brochures aussi complètes en présentent les résultats qui sont à disposition pendant le Congrès des maires. Et puis demain matin, avec Catherine Lhéritier et Frédéric Roig, on aura un grand débat dans cet auditorium sur les conditions d'exercice des mandats, les propositions de l'AMF, mais aussi tous ces irritants et toutes ces choses qu'il faut corriger pour améliorer l'exercice des mandats.
Cet après-midi, on est sur le focus de la sécurité. Comment sécuriser les mandats aujourd'hui par rapport à cet état de l'opinion des maires qui est très importante. Mais vous pouvez vous exprimer au-delà des réponses quantitatives qui nous ont été présentées. Comme depuis le début de ce congrès, il y a des points micro dans cet auditorium. Vous pouvez témoigner, vous pouvez proposer, vous pouvez réagir à ce que vous entendez. Muriel Fabre, vous avez justement porté les propositions de l'AMF. Peut-être d'abord sur ces questions de sécurité et puis peut-être une première réaction à ce que nous a présenté Martial Foucault. Ça va se mettre en route tout seul normalement, sinon je... Je pense que c'est bon. Ça y est, c'est... Non, voilà. Déjà peut-être revenir sur le titre, maire engagé mais empêché. Je pense que ça démontre aujourd'hui toute la force des élus locaux de vouloir faire, mais d'être entravés effectivement par ces questions de sécurité, ces questions de violence. Et c'est vrai qu'au sein de l'Association des maires de France, on a alerté depuis longtemps sur ces questions d'agression, mais aussi finalement de cette crise des vocations que l'on sentait venir. Et c'est finalement aujourd'hui, on arrive peut-être à un paroxysme sur lesquels effectivement on a beaucoup d'attentes et Madame la Ministre le sait très bien. C'est vrai, je partage le constat et on est tous là présents à partager effectivement les difficultés que nous vivons au quotidien, cette exigence de nos concitoyens, finalement cette réponse que nous devons apporter de manière immédiate, et quand on ne l'apporte pas, finalement c'est une violence qui arrive. On a aujourd'hui des violences qui touchent les élus, mais ça a été dit encore tout à l'heure, qui touchent aussi nos familles, nos conjoints, nos enfants. Et là, ça devient effectivement dramatique. Et puis, cette augmentation de normes, cette inflation législative qui pèse de plus en plus sur nos épaules, qui nous amène aussi vers une responsabilité judiciaire. Et puis, comment ne pas parler de notre capacité financière, cher André? Je pense qu'effectivement, ce contexte aujourd'hui est extrêmement difficile et nous fait montre d'un sentiment d'insécurité qui est le reflet certes de ce que subit et de ce que sent la société, mais forcément un cran au-dessus, puisque nous devons être au-dessus de la mêlée. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et donc un travail que vous menez depuis des mois au sein de l'association, mais aussi avec les pouvoirs publics et des propositions qui sont celles aujourd'hui de l'Association des maires de France. Alors effectivement, on a des propositions qui sont effectivement nombreuses, qui sont portées haut et fort. Et puis je voudrais saluer les deux coprésidents, Catherine Héritier et Frédéric Roy, qui travaillent ardemment sur ces questions depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous avons effectivement mis en place ce questionnaire avec le Civipof et avec le ministère des collectivités territoriales. Et l'ensemble des propositions qui sont portées sont finalement consolidées lorsqu'on voit le résultat de ce questionnaire. Nous avons aujourd'hui près de 78 propositions, 78. Je pense que le chiffre n'est pas négligeable quand on est aujourd'hui dans des attentes pour améliorer nos conditions d'exercice pour notre mandat. Et je pense qu'on a, et je voudrais aussi saluer le travail, parce que Madame la Ministre, vous avez évoqué pas mal de pistes qui finalement rejoignent aussi nos propositions, et je voudrais saluer votre initiative en la matière. Ça a été redit, effectivement, on a rappelé lors de la convention où on a été, là encore, l'Association des maires de France extrêmement présent pour répondre. Que cette convention nationale de la démocratie locale s'est tenue il y a quelques semaines, tout à fait récemment, et que ça a été aussi une méthode très participative d'élaboration de propositions, d'écoute de vos collègues et aussi de recherche de solutions. Absolument, je pense qu'on est aujourd'hui dans une construction, on l'a dit, on a besoin de reconnaissance de l'État, on a besoin d'être écouté, et ce travail pour améliorer nos conditions, il ne pouvait pas se faire sans l'État, il ne pouvait pas se faire sans la ministre. C'était vraiment indispensable de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir finalement, parce que derrière, n'oublions pas que nos propositions, certes, on les fait, mais il y a besoin d'avoir des traductions législatives, il y a besoin d'avoir des traductions réglementaires. Donc si l'État n'est pas à nos côtés, comment derrière les mettre en place et les mettre en œuvre? Donc on avait effectivement besoin, et je pense que ça a été une réussite. En tout cas, cette convention a été une réussite, mais on aura bien évidemment des attentes derrière. Et on va peut-être justement donner la parole à Dominique Faure dans ce travail qui est mené par votre ministère. Je rappelle que vous êtes en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, et qu'il y a ce travail partenarial avec les associations d'élus locaux et particulièrement avec l'Association des maires de France.
Merci. D'abord, saluer le travail que vous avez fait, que nous avons fait ensemble. Et vous dire, mesdames et messieurs les maires, à quel point je partage le diagnostic. Nous partageons le diagnostic. Vous attendez du respect de l'élu local, du respect du maire. Nous avons un travail collectif à faire pour faire en sorte que ce respect revienne au cœur des relations entre nos citoyens et nos élus locaux. Ensuite, vous attendez de nous le pouvoir d'agir, vous attendez des moyens d'agir, Monsieur le Président Léniel, et bien sûr, vous attendez un statut de l'élu sur lequel nous avons travaillé à cette Convention nationale de la démocratie locale. Donc, au-delà de cela, c'est-à-dire, un, nous partageons le diagnostic, deux, nous sommes au travail de façon très partenariale avec l'AMF et je veux saluer le président Lisnard, à la fois dans ses propos introductifs et à la fois dans ce que nous avons d'ores et déjà construit ensemble depuis le mois d'avril. C'est pas hier, la convention, elle a eu lieu il y a quelques semaines, mais ce travail et on y va ensemble avec David Lisnard, c'était au mois d'avril. Ça donne à voir 7 pages qui sont issus, bien sûr, des travaux historiques de l'AMF, qui les connaît, ces irritants locaux qui n'ont pas encore été solutionnés, qui sait à quel point ce statut de l'élu, nous l'attendons avec la réévaluation des indemnités, avec l'accès à la formation, avec la protection fonctionnelle. Tous ces sujets ont été au cœur de nos travaux ensemble. On l'a évidemment élargi à d'autres associations d'élus et à des parlementaires. Je pense qu'on arrive à un moment, et ça a été remis à la Première ministre, où on sait où on doit aller ensemble. Alors, il y a ces mesures, et puis il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, les violences, et où là, il faut sécuriser, il faut pouvoir mobiliser les forces de sécurité, et faire que les maires qui sont victimes ou qui seraient en danger puissent être protégés. Tout un travail de prévention aussi qui est mené avec les forces de l'ordre. Là, je voudrais dire aussi à tous les maires qui sont présents à quel point on travaille et on a travaillé et on a déjà des moyens de lutter contre la violence faite aux élus autour des 3 axes. Mieux prévenir, mieux protéger, mieux sanctionner. Mieux prévenir, vous le savez, ces 3400 gendarmes et policiers qui sont sur le terrain, qui étaient des référents élus, sont devenus des référents violences faites aux élus. L'AMF fait un travail remarquable de formation, Monsieur le Président l'a dit, et c'est indispensable. J'ai été taquinée par un journaliste qui m'a dit que l'AMF utilise le GIGN pour ses formations aux élus. Et en fait, j'ai répondu au journaliste qui m'interrogeait à quel point l'AMF, dans son programme de formation, y a mis toutes les composantes, y compris la composante j'évalue le risque, qui aujourd'hui devient extrêmement important. Et oui, regardez la personne que l'on a en face, est-elle capable, oui ou non, en la regardant dans les yeux, de me mettre un coup de poing, de me clouer au sol, ou bien puis-je intercéder, comme moi j'ai pu le faire personnellement quand j'étais maire, face à des gens du voyage. Aujourd'hui, il y a une phase un peu d'intuition, de négociation, que évidemment le GIGN connaît très bien. Et quand j'ai pu me rendre dans vos locaux dans lesquels une formation était dispensée par l'AMF, j'ai vu à quel point le GIGN était sur ce champ. L'idée donc, mieux prévenir, mieux protéger, mieux sanctionner. Je veux saluer le travail du Sénat qui a porté un projet de loi par le président Buffet qui a été voté à l'unanimité sur le mieux sanctionner. Cette loi va passer à l'Assemblée au mois de décembre. À la fin de l'année, sur le mieux sanctionner, on sera au maximum de ce que l'on peut faire dans notre pays, puisque la sanction à qui s'attaque à un élu sera la même que qui s'attaque à un gendarme ou à un policier. Ça ira jusqu'à 100 000 € d'amende et jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Donc là, ça nous manquait dans le dispositif, ce mieux sanctionner. Ceci étant, ce PAC sécurité, ce plan de lutte contre les violences faites aux élus, et je salue les 4 élus que vous avez invités et que je connais pour 4 sur les 5 et qui sont extrêmement courageux, mais qui illustrent le courage de nos élus locaux. Je salue leur courage. Je peux dire qu'aujourd'hui, on a bien avancé. Cependant, le gouvernement est encore à l'écoute parce que j'ai vu que 15% de nos maires ne se sentent pas en sécurité. Et ça m'interpelle, malgré tout ce que nous avons fait. La marge de manœuvre, la marge de progression, elle est encore là. Il faut que nous écoutions toujours et encore ces 15% qui ont ce sentiment d'insécurité pour encore progresser dans ce que nous avons et allons mettre en place ensemble avec l'AMF.
Je rappelle que vous pouvez intervenir dans ce débat, témoigner aussi de ce que vous vivez. Deux micros sont dans la salle et n'hésitez surtout pas à participer à ce débat pour être encore plus précis et concret dans les réponses qui peuvent être apportées à ces problèmes. Ces problèmes qui ont été évoqués et puis que vous avez travaillé dans le détail, je dirais, Catherine L'Héritier et Frédéric Roig. Catherine L'Héritier, je rappelle que vous êtes, en plus de coprésidente de ce groupe de travail sur les conditions d'exercice des mandats locaux, présidente des maires du Loir-et-Cher. Et on a vu que quelle que soit la taille des communes, tout le monde est concerné. Oui, quelle que soit la taille des communes, tout le monde est concerné. J'en veux pour preuve le nombre de collègues qui étaient inscrits dans le groupe de travail que nous avons co-animé avec Frédéric Roig, puisque nous avions 70 collègues inscrits dans ce groupe de travail. Je tiens à les remercier d'avoir participé, remercier aussi tous les collègues qui ont témoigné au sein de ce groupe de travail sur leurs difficultés, parce que là on a parlé des agressions commises contre les élus. C'est vrai que le groupe de travail a réfléchi à ces conditions d'exercice des mandats, mais dans ces conditions quotidiennes, c'est-à-dire que les agressions, c'est quelque chose de très violent. Et d'ailleurs, merci à tous de souligner qu'aujourd'hui, ce sont des attaques y compris aux familles des élus, donc ce qui n'est pas banal. Simplement, il y a aussi d'autres difficultés que rencontrent les maires dans l'exercice des mandats, qui sont là beaucoup plus insidieuses, qui concernent à la fois la conciliation activité professionnelle, mandat, et puis aussi vie personnelle, qui concernent aussi la formation, ça a été évoqué tout à l'heure. On a constaté un système de formation difficile à mobiliser. Et puis, on vient de le dire là, les élus, pour être sereins, ont besoin d'être protégés, c'est à savoir qu'une sanction va effectivement tomber si on s'adresse à un élu, si on s'attaque à un élu. Ce qui apparaissait dans l'étude, c'était le phénomène des démissions massives. Alors, démissions, Martial Foucault, vous nous dites que ça peut être quelque chose de conjoncturel, mais aussi amorcer peut-être une autre évolution par rapport aux pouvoirs locaux, par rapport à l'engagement citoyen, qui est celui, vous avez repris cette belle expression de bénévolat républicain, même s'il faut indemniser fortement en disant comment on peut donner le goût. Est-ce que ces démissions obligent aussi à penser la fragilité des mandats et son inscription dans le temps? Oui, le sujet des démissions, finalement, me semble révélateur de deux phénomènes très simples. Le premier, c'est qu'il ne vient pas modifier l'engagement des citoyens lors des échéances municipales. Parce que moi, ce qui me frappe dans un pays comme la France, alors il y a un caractère mécanique, avec 35 000 communes, beaucoup de citoyens peuvent s'engager. Mais malgré la répétition des chocs, la répétition des crises, on a, depuis bientôt 30 ans, toujours près d'1 million de citoyens sur un corps électoral de 47 millions de personnes qui vont s'engager et être présents sur des listes. Donc, je dirais que ça, il faut le préserver, il faut le protéger. Et le phénomène des démissions, d'ailleurs, on ne peut pas établir un lien de causalité entre le phénomène des violences subies et les démissions. En revanche, le sentiment d'insécurité, c'est en quelque sorte le facteur aggravant d'une accumulation d'autres difficultés. Et quand je regarde attentivement les 1350 démissions volontaires depuis juin 2020, j'observe qu'on a eu une élection 2020 très particulière et se sont constitués des conseils municipaux dans une période pendant 3 mois. Tout cela se faisait à distance. On s'est réellement mis au travail au mois de juin-juillet et j'observe un très grand nombre de démissions de maires qui font suite à des démissions de conseillers municipaux entraînant des élections complémentaires et bien souvent la dynamique est modifiée et le maire se sent délégitimé dans son conseil municipal pour parfois plusieurs dossiers ou la découverte d'une relation de travail, il faut savoir travailler ensemble dans un conseil municipal, et qui entraîne des démissions. Et ça pour moi c'est un point essentiel parce que ça soulève aussi la question peut-être du mode de scrutin différent pour les petites communes et les grandes communes, et peut-être que là on peut corriger le tir par une réflexion sur le mode de scrutin. Alors, il y a des demandes d'intervention. On va commencer de ce côté avec vous. Vous vous présentez, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Michel Boulan, je suis maire d'une commune dans les Bouches-du-Rhône qui s'appelle Châteauneuf-le-Rouge, 2500 habitants, dans le pays d'Aix-en-Provence, métropole Aix-Marseille. Je voudrais témoigner sur les conditions, sur l'amélioration possible des conditions de travail, notamment des assemblées délibératives. Je le dis parce que j'en suis à mon 6e mandat et que, après cette petite expérience, cher Président, j'ai essayé de trouver des modes d'animation du conseil municipal. Et depuis 6 mandats, je ne pense pas être le seul à rencontrer les mêmes difficultés sur la capacité à réunir le fameux quorum, et pas le réunir au début du mandat, où c'est facile, mais le réunir au milieu. Parce qu'un mandat de 6 ans, il faut que des élus qui sont au-dessus de nous le réalisent une fois pour toutes. J'avais écrit au président Macron en 2018, et j'avais proposé, lui qui est un sportif, de nous calquer un peu comme une équipe de foot. Alors je simplifie le débat, mais ça répond à beaucoup de solutions, je pense. C'est-à-dire faire des équipes plus restreintes. Vous voyez, 2500 habitants, on est 19 plus 2 suppléants. Mais 19 sur 6 ans, c'est impossible à gérer. Je ne dis pas, ce n'est pas un problème personnel. Je dis c'est impossible à gérer parce que 6 ans, c'est de la maladie, des mutations quand les gens travaillent, des divorces, la mort, du découragement. Ça fait beaucoup de facteurs en capacité de se réaliser sur 6 années. C'est long, 6 ans. Et quand des mandats sont renouvelés, ça l'est encore plus. Alors, la proposition, elle est toute simple parce qu'elle est réaliste. Faites-nous des équipes, par exemple, sur mon équipe municipale, au lieu d'être 19, partons à 8 ou à 10. Et en même temps, on résoudrait la question de la rémunération. Au lieu d'avoir 5 adjoints, rémunérer peut-être plus faiblement, mais tout le monde. Donc une équipe restreinte de 8, avec 8 sur le banc de touche, et avec la capacité de les faire intégrer lorsque... Des conseillers suppléants un peu alors. Des suppléants, mais en même nombre que l'équipe principale. Voilà une petite idée que je tease depuis des années. Je n'ai pas répondu à l'enquête, j'en suis désolé. Je profite de cette occasion, je suis venu d'Aix-en-Provence ce matin pour ça, enfin de ma commune de Châteauneuf-le-Rouge, pour faire cette proposition. Je la ferai bien sûr par écrit à l'AMF, au président, bien sûr à ses équipes, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais pouvoir avancer là-dessus. C'est pragmatique, mais ça permet de travailler sur le long terme et c'est ce que je précisais tout à l'heure. Oui, cher collègue, c'est pertinent et ça rejoint d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Catherine et de Frédéric, mais des propositions que nous avons formulées. Nous en avions parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines avec Dominique Faure. Il y a 2 choses. Un, il y a une disproportion aujourd'hui entre le nombre d'élus demandés par rapport à la population dans les petites communes par rapport aux grandes communes. Exactement. Et ça, la disproportion est colossale en réalité. C'est un rapport de 1 à 10, parfois de 1 à 100 d'ailleurs, quand on prend les extrêmes. Oui. Donc avec le Sénat, il y a plusieurs initiatives prises. Est-ce que cela se traduira par une évolution législative? Ça dépend du gouvernement et des arbitrages que Dominique Faure pourra obtenir. Il y a un deuxième élément, c'est effectivement la capacité d'avoir la capacité, mais pas l'obligation, c'est ce que propose l'AMF, d'avoir un nombre de candidats supérieur au nombre de candidats élus. C'est-à-dire que les listes puissent proposer plus, de façon avec une limite, oui. Mais pas une obligation, parce qu'on a déjà assez de mal dans les communes à trouver parfois tous les noms, mais au moins une capacité, si il y a 19 conseillers municipaux élus, eh bien de proposer une liste par exemple de 25 noms, et d'avoir donc 5 remplaçants suppléants. On voit nos appétences footballistiques communes. Et ça me fait penser d'ailleurs, et comme ça je fais un peu de transition, à une autre forme d'insécurité qu'il faut évoquer et qui est à cheval sur tout ce que l'on évoque aujourd'hui, qui est l'insécurité juridique. C'est une des causes majeures de l'énervement et parfois du découragement des élus. Et cette insécurité juridique a été amplifiée par la transposition en France de règles anglo-saxonnes qui ne correspondent pas à la réalité française et qui sont en plus mal transposées. Autant ça a du sens aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et je pense notamment à cette vision curieuse du conflit d'intérêts que l'on rencontre désormais et de la prise illégale d'intérêts. Donc une qualification pénale qui est très évanescente, qui est encore plus sujette à interprétation de magistrats que celle de l'abus de biens social dans le privé, ça parlera aux chefs d'entreprise ici, c'est encore pire sur l'ABS, sur la prise illégale d'intérêt,
Et vous ajoutez à cela les obligations qu'on nous a données complètement débiles, de sortir du conseil, on en parle à chaque fois. Enfin, nos conseils sont des grandes pièces de théâtre vaudevilien. C'est-à-dire qu'on ne prend pas part au vote, mais il faut se quitter la salle désormais, y compris dans des structures qui sont des émanations de l'exécutif municipal. Donc c'est d'une hypocrisie totale. Et surtout, c'est de la mise en danger de vos collègues. Parce exactement, et ça met en danger juridique. Donc ça nous pose des problèmes de quorum. Ça alourdit tous les rapports d'activité et les procès-verbaux. On doit noter, machin est bien sorti, truc muche est bien rentré. Enfin, et en plus, ça accentue l'insécurité juridique. Et ça, c'est un sujet, je trouve, Dominique, qu'on pourrait, me semble, régler assez facilement, peut-être en lien avec la haute autorité de la vie politique française, qui doit être peut-être un peu moins maximaliste sur certains points. Voilà. Dominique Faure. On est sur un sujet sur lequel on partage totalement le diagnostic, une fois de plus. Et donc, il y a toujours des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que partageant le diagnostic, on va se mettre autour de la table pour trouver des solutions. Mais les solutions, elles sont assez simples. On n'a pas besoin d'associer la HATVP pour prendre ces décisions. Elles ont été portées par vos travaux, elles ont été portées par nos directions, y compris la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales. Donc oui, on va faire un bouger significatif sur ce sujet. Sur le sujet du nombre d'élus... C'est du décret, c'est de la loi, c'est de la loi, donc il faudra évidemment attendre la fin du premier semestre 2024, puisqu'il faudra écrire... Voilà, donc une échéance que vous annoncez... fin du semestre 2024, juin 2024, avant les Jeux Olympiques, on aura réglé le problème. Absolument. Il va falloir trouver une niche parlementaire pour pouvoir faire voter ce texte. Mais d'abord, travailler avec l'AMF pour co-construire la solution, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la prise illégale d'intérêt, elle est au bord du chemin et elle ne se justifie pas. Le second sujet sur lequel je voulais... La sécurité juridique. Oui, je suis allée en Espagne et j'ai rencontré des ministres espagnols et portugaises. Et c'est vrai que je le savais, mais quand j'ai vu dans quelle proportion le nombre d'élus était inférieur au nôtre, ça m'a interpellée. Et effectivement, je vous entends dire à quel point 19 élus, c'est compliqué. Bon, moi, sur une commune de 14 000 habitants, nous étions 27 élus de la majorité, 33 en tout. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que l'on peut être plus efficace en étant peut-être moins nombreux. Au-delà de ça, c'est un diagnostic que l'on a aussi posé dans nos travaux avec l'AMF. Donc, autant le nombre de communes est aujourd'hui, effectivement, la France est le pays dans lequel il y a le plus grand nombre de communes. Mais on est fiers de nos 35 000 communes. Et tant qu'on a des maires qui sont candidats heureux et fiers d'être maires, on continuera. Par contre, quand 2 maires, 3 maires, 4 maires veulent se mettre ensemble pour faire une commune nouvelle, dans le PLF 2024, avec un travail que j'ai fait avec la sénatrice Gatel depuis 1 an, eh bien, il n'y aura plus de petits cailloux dans la chaussure quand on voudra créer une commune nouvelle. Financièrement, ça va être très intéressant. La dotation d'amorçage a été multipliée par plus de 3 dans le PLF. Et puis, la dotation de la commune nouvelle, eh bien, dans la durée, sera toujours supérieure à la somme des dotations des communes qui ont constitué la commune nouvelle, y compris la dynamique dont la DGF pourra faire l'objet. Donc on est là dans quelque chose qui, sur le plan financier, sécurise et permettra d'accompagner les maires qui ont envie de créer des communes nouvelles. Mais la doctrine, c'est pas de les pousser, mais c'est de les accompagner s'ils le souhaitent. Partir des projets, des territoires, encore une fois. Allez-y, vous avez la parole et vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, on m'entend. Oui, Thierry... parlez bien dans le micro. Voilà, je vais le remonter un petit peu. Ah, voilà. Thierry Goubi, maire de Au bon endroit, il y a la bonne hauteur. Commune de 1450 habitants dans la Loire. Je suis maire depuis 2014 et élu depuis 2008. Par rapport à tout ce que j'entends, je trouve que l'image que l'on a des maires peut être inquiétante selon si on regarde si le verre est à moitié plein, à moitié vide. Moi, je voudrais quand même aussi réfléchir sur, quand on parle de communes attaquées et menacées, du dialogue qu'on a et la perception que peuvent donner des élus. Moi, je suis toujours gêné. Quand à l'Assemblée nationale, je vois certains débats et la façon dont ça prend. Si je vous agresse verbalement, en parlant fort, vous allez réagir de la même façon, alors que si je vous parle tout doucement, nous allons pouvoir avoir un dialogue constructif. Et je trouve que la position des élus devrait aussi aider. Alors je ne sais pas si on peut réglementer la prise de parole dans certains hémicycles et dans certaines assemblées, mais je trouve que ça apaiserait le débat et ça donnerait une autre image par rapport à nos concitoyens qui nous renvoient aussi cette image forte.
ce contexte politique qui est général et aussi qui exacerbe. On a du mal à dialoguer. Un autre point, j'en ai plusieurs, mais un autre point, je suis gêné lors des commémorations, dans les cérémonies, de chanter la Marseillaise, quand certains mots se terminent par des sangs impurs qui abreuvent les sillons. Enfin, je veux dire, vis-à-vis de la population, nous avons un chant qui se veut être collectif et ensemble, et qui est quand même guerrier et difficile. Un chant guerrier qui était Donc, celui si de on l'armée. pouvait changer les paroles, ça serait quand même quelque chose d'intéressant, tout en gardant au moins la mélodie qui est très intéressante. Et puis, juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Je suis très inquiet quand on diminue le nombre d'émus. Je trouve qu'au contraire, la démocratie, plus il y a de personnes qui passent par cette chance d'être porteurs d'un message dans les collectivités et pour l'ensemble des administrés, je trouve que c'est une expérience magnifique et qu'il faut au contraire peut-être garder un maximum de place pour tout chacun. Voilà, merci. Allez-y. Moi, je suis plus petit que mon collègue. Voilà, c'est ça la diversité des territoires, mais aussi des élus locaux, hein, à la tête de l'AMF, comme dans la salle. Exactement. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Denis Ostone, je suis le maire de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, 94. Pour d'abord vous donner mon vécu, parce que là, on a parlé du sentiment d'insécurité des maires, on a parlé des émeutes, on a parlé de pas mal de choses. Dans ma ville, avec mes collègues, nous avons assez mal vécu ce qui s'est passé pendant ces 3-4 jours d'émeutes qui ont été très durs. Très durs. Parce qu'on était face à des dizaines, voire des centaines de jeunes qui avaient envie de tout casser, tout brûler, et qui avaient surtout ce besoin dans leur tête d'en finir, en tous les cas, dans leur ville, dans leur coin, avec la République. D'où les attaques contre les institutions municipales en général, parce que dans une commune, malheureusement, les seuls services publics qui restent sont les mairies, les communes. Et on ne va pas se mentir, comme beaucoup de mes collègues qui ont vécu ces émeutes, j'étais au premier rang avec mes collègues. Nous avons, et c'est une photo qui va être parlante pour beaucoup de collègues. Là, je sais que ça va être visuel, vous voyez, vous allez pouvoir voir. Pendant 2 jours, avec mes collègues, nous avons éteint les feux. Pendant 2 jours, avec mes collègues, nous avons sécurisé nos équipements publics, notre voirie, mais aussi nos populations. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? À force de nous mettre en avant, moi je vous le dis, le jour où la maison de mon collègue Jean Brun a brûlé, dans la même journée, j'étais en réunion avec la préfète du Val-de-Marne, justement concernant les émeutes, pour voir comment on pouvait réagir. Il y avait une bande de plusieurs jeunes qui étaient devant chez moi, en train de demander à mes voisins où j'habitais pour brûler ma maison. Parce que nous étions là, comme toujours depuis la Révolution française, parce que la commune est issue de la Révolution française, nous étions encore une fois les sentinelles de la République. Et on ne va pas se mentir non plus, il n'y avait pas grand monde pour nous protéger. Est-ce que vous avez le sentiment, quelques mois plus tard, que les choses ont progressé? J'y arrive. Et aujourd'hui, parce qu'on n'est pas resté sans rien faire. D'abord, on a apaisé nos populations, on a calmé les jeunes, y compris, on était sur le terrain. Mais tout ça ne suffit pas. Vous savez ce qu'il y a derrière, à part quelques actes malveillants, et il y en a eu. Ce qui s'est passé, en fait, c'est une expression de haine envers la République. Ce qui s'est passé, c'est une expression de découragement, de plus d'espoir, en fait, dans la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on parle de l'insécurité physique, de l'insécurité juridique. Il y a une autre insécurité dont il faudrait parler, chers collègues. C'est l'insécurité sociale. Quand vous avez, comme moi, une ville de 70% de logements sociaux et que 18 500 habitants, je ne peux pas loger mes habitants alors qu'ils sont en surnombre. Quand à l'école ils y vont et qu'ils n'ont aucune imagination pour dire qu'ils vont réussir le collège, le lycée, qu'ils vont aller à l'université parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas les parents derrière. Quand vous êtes dans une ville comme la mienne où il y a 35% de familles monoparentales, dont beaucoup de femmes, 85%
de femmes qui sont obligées de travailler le soir, la nuit, le matin, et ils sont obligés de laisser les gosses à la maison. Derrière, on ne peut pas parler juste de l'insécurité. Et je vais vous dire, l'État ne met pas les moyens, il faut peser les choses. L'éducation nationale, logement, toutes ces questions-là, l'État s'est retiré. Et c'est ça la vérité. Et nous qui étions les soupapes jusqu'à-là, les communes, les maires, vous savez ce qui se passe. On n'a pas besoin de le répéter 25 fois, mais il faut le dire. La dotation globale de fonctionnement de Bonneuil-sur-Marne, en 2013, passe de 8 300 000 euros à 0 aujourd'hui, par an. Et la taxe professionnelle qui rapportait de l'argent à ma ville, aujourd'hui, camarade Léniel l'a expliqué, je prends les propos de président Lisnard, il a dit camarade Léniel, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, on n'a plus de DGF, on n'a plus de taxe professionnelle, on n'a ni, d'ailleurs, ni ces rejetons, on n'a plus de la TEOM, on n'a plus de taxe d'assainissement. Toutes les dotations sont figées. Et aujourd'hui, comment vous voulez que les maires agissent pour le bien de leur population, pour avoir des éducateurs spécialisés, pour accompagner les enfants dans les écoles, pour offrir des logements décents à ses habitants? Forcément, à un moment donné, ça pète. Et forcément, à un moment donné, il y a des maires qui démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais encore une fois, nous avons prouvé, et je m'arrêterai là, je sais que j'étais lent, encore une fois, nous avons prouvé qu'à chaque fois que l'État a démissionné, en 2020 avec le Covid, nous étions, nos maires, sur le terrain. Et nous avons géré nos populations. Ensuite, inflation, crise énergétique, nous étions là pour nos populations. Et les émeutes, nous étions là pour nos populations. Et là, plan Vigipirate, l'État nous demande à nous de sécuriser nos écoles, nos lieux de culte. Eh bien, à chaque fois que l'État démissionne, nous les maires, on est là, on est présents. Mais à un moment, il y a des collègues qui en ont marre et qui arrêtent. Mais d'autres comme moi, on ne va pas lâcher l'affaire. Comme j'ai dit, nous sommes les sentinelles de la République et on continuera à se battre. Et l'heure de la révolte, et j'ai envie de le dire, droite-gauche confondue, eh bien, est arrivée. Et Madame la Ministre, je vous rappelle juste, on a fait l'appel de Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, où tous les maires, droite-gauche confondus, étaient présents. Vous êtes venus dans le Val-de-Marne. Je vous avais dit, Madame la Ministre, vous avez le courage d'être venus, soyez remerciés. Par contre, tout ce que je viens de dire là, je les avais dit, j'avais déjà dit tout ça devant vous à cette réunion où il y avait tous les maires du Val-de-Marne. Vous m'aviez dit il y a un an que vous alliez me recevoir et j'attends toujours le rendez-vous. Je vous remercie. Merci pour la force de votre propos. Monsieur, c'est à vous. Monsieur le Président Linard, cher vous président, présentez, s'il vous plaît. Xavier Compin, maire de Plouha dans les Côtes-d'Armor. Madame la ministre Faure, ce moment de solennité, les maires, nous l'incarnons avec notre écharpe. Je voudrais m'exprimer au nom du collectif des centaines de maires bretons qui sont aujourd'hui en résistance pour leurs EHPAD. Quand vous dites comment améliorer les conditions d'exercice du mandat, nous voudrions que l'État soit à notre côté. Lorsque, au quotidien, avec nos personnels, nos agents, nous accueillons du mieux possible nos anciens, les vieux, comme on dit chez nous. Tout va à peu près bien, c'est comme le 15 de France, quand tout gagne. Mais au premier euro de déficit, c'est les maires, les présidents de CCAS qui sont responsables parce que nous serions de mauvais gestionnaires. Une nouvelle fois dans cette enceinte avec la solennité qui s'impose. Nous voudrions effectivement de l'action immédiate. J'étais au nom du collectif ce midi avec Madame Aurore Berger, à laquelle nous avons un peu bousculé les choses. Oui, il faut absolument des mesures d'urgence pour nous laisser passer les 2-3 années qui viennent. Mais dans cette enceinte, les maires qui sont l'émergence politique, la première digue politique au sens noble, au-delà de nos sensibilités. Nous avons clairement besoin d'une loi sur le grand âge. Nous allons aujourd'hui, et j'entends vice-président Léniel, nous sommes contraints aujourd'hui, les maires, d'ester en justice à l'intention de l'État. Eh bien, les collectifs que nous sommes allons ester en justice sur les droits fondamentaux de la personne pour montrer que sur le sujet, l'État est défaillant. Mais nous voudrions que dans cette enceinte, et nous comptons sur la caisse de résonance, pour absolument que la loi grand âge voit le jour et que les maires, avec nos semblables, nos populations, nous vieux que nous chérissons,
nous ayons une visibilité sur les 20 et 30 prochaines années. Merci, Monsieur le maire. Il y a un forum sur le sujet. Je termine. Et vous pourrez... Madame la ministre, oui, mais je vais reprendre les propos du président Linard et vous allez voir, ils vont tomber juste. Madame la ministre, Monsieur le président de la République, si un jour vous pouviez écouter vos maires, vous verriez qu'ils aiment les vieux. Merci. 2 dernières interventions. On est contraint par le temps et surtout, demain, on va développer tous ces sujets avec Frédéric Roig, avec Catherine L'Héritier et puis avec Muriel Fabre dans tous les aspects de conditions d'exercice des mandats. De ce côté, c'est à vous. Bien, chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Donc Gaëtan Lièvre, maire de Ville-sur-Jarnoux dans le Rhône, commune de 830 habitants. Donc je voulais faire l'amalgame entre commune et République, puisque pour moi la commune c'est vraiment le premier maillon de la République. Et pour moi, à partir du moment où on attaque la commune, on menace la République, mais à l'inversement, quand on attaque la République, on menace la commune. Madame la ministre, vous nous avez annoncé que le maire allait avoir un statut identique au dépositaire de la loi s'il était agressé, avec un alourdissement des peines, et c'est très bien. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce que quand on attaque la famille d'un maire, on attaque la République. Quand on dégrade un édifice public, on attaque la République. Quand on s'attaque à des agents communaux qui sont en charge de ramasser les ordures parce qu'on n'a pas la patience d'attendre 5 minutes, on s'attaque à la République. Et quand on s'attaque à une secrétaire de mairie, puisqu'on a du mal à comprendre qu'il faut se rendre dans une autre mairie pour faire des papiers d'identité, on attaque de nouveau la République. Je pense qu'il faut vraiment aller plus loin pour alourdir les peines, mais on entend parallèlement, comme l'a annoncé tout à l'heure le président Lisnard, la baisse d'effectifs dans les ministères, dans les tribunaux, et des dossiers qui s'entassent sur les bureaux, et des peines qui sont bien souvent pas prononcées, et quand elles sont prononcées, pas exécutées. Donc je pense qu'il y a un système qui fonctionne très bien sur le code de la route, c'est ce que j'appellerais la peine forfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dépasse d'un certain nombre de kilomètres la vitesse, on sait qu'on va avoir des points, on sait qu'on va avoir tant d'amendes. Et ça fait baisser la vitesse. Aujourd'hui, au niveau des violences, il y a des faits qui sont facilement identifiables avec les vidéosurveillances, les prises sur le fait, et je pense que la peine forfait peut être appliquée de manière systématique pour désengorger les tribunaux et également avoir un système qui fera vraiment de la prévention et éviter à certains délinquants d'avoir des idées de faire des mauvais actes. Merci, monsieur le maire. Une dernière intervention. Bonsoir. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende. Oui, ça marche. Mettez-vous plus près du micro encore. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Je suis monsieur Bertuletti, je viens d'Italie et je viens juste pour saluer vous, les maires de France, qui êtes si engagés dans la vie locale et néanmoins publique et politique. Deuxièmement, c'est pour vous ramener les propos que j'entends de la part de vos collègues italiens, mais également des dirigeants politiques, qui me posent des questions un peu inquiétantes. Est-ce que je peux monter à Paris? Est-ce que c'est sûr, propre, civilisé? Est-ce qu'on risque dans quelques mois de revoir les mêmes manifestations qu'on a vues à la télé contre la réforme des retraites? Est-ce qu'on risque de revoir les mêmes émeutes du mois de juin? Est-ce qu'on risque d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, lors de la répression policière, tel qu'ils me le disent? Est-ce que les transports publics vont marcher? Ou est-ce que, comme tu nous le dis, c'est de la grève déguisée par des communiqués qu'on entend et dans l'intervalle, on attend. Donc, c'est pas... À ces questions, je suis gêné. Moi qui habite également en Val-de-Marne, je ne sais pas quoi répondre parce que si je commence à répondre à ma façon, c'est comme une mise en garde trop importante. Merci, on entend le message que vous portez. Je laisse donc ces questions et les réponses aux personnes les plus appropriées. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon congrès. Merci. Dominique Faure.
Donc juste quelques mots aux maires qui sont restés courageusement jusqu'au bout. D'abord dire au maire du Val-de-Marne que je lui présente mes excuses parce que non seulement effectivement je me suis rendue courageusement au Val-de-Marne et vous m'aviez remercié après votre manifestation au Kremlin-Bicêtre, mais ensuite avec la présidente de l'AMF du 94, nous avons fait du Val-de-Marne un laboratoire des finances publiques, tellement vous étiez quelques-uns à me dire les finances locales de nos communes dans le Val-de-Marne vont très mal. Je vous ai dit, pas de problème, on va y travailler. Nous avons fait 6 séances de travail, physique ou en visio, depuis janvier 2023 jusqu'à juin 2023. Je me suis assurée auprès de votre présidente, que je vois régulièrement et qui est extrêmement dynamique, que nous avions répondu à toutes les questions que se posaient les maires du Val-de-Marne. Donc, je vous invite à venir à la fin de cet échange me donner votre carte de visite pour que vous nous voyions dans les 2 à 3 semaines maximum. Mais encore faut-il que je sache que vous sollicitez un rendez-vous, cher monsieur. Et puis, ensuite, il y avait une intervention sur la Marseillaise qui appelait de ses voeux que l'on change un peu les termes quelque peu guerriers ou violents de notre hymne national. Je prends cet exemple pour vous dire à quel point c'est difficile parce que j'ai vu effectivement des réactions différentes. Et donc, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Merci de l'avoir porté. Mais en tout cas, on est sur un chemin de crête quand on gouverne notre pays, sur lesquels il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour l'augmentation du nombre d'élus locaux, il y a ceux qui sont pour le moindre nombre d'élus locaux. Moi, je voudrais conclure simplement en remerciant David Lisnard, André Léniel, Muriel Fabre, l'AMF, et puis tous ceux qui les entouraient et qui travaillaient, dire que je suis à votre disposition et c'est l'occasion de vous le dire. Mon ministère vous est ouvert par mail, des.fort@collectivité-territoriale.gouv.fr. Ça se trouve facilement. Je réponds, je reçois. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté mes excuses de ne pas vous avoir reçu. Je n'ai pas du tout en tête, et mon chef CAB non plus, que l'on ne vous ait pas reçu suite à votre demande. En tout cas, je vous souhaite un très bon congrès des maires et c'est un plaisir d'échanger avec vous tous. Merci. Et on vous retrouvera, Madame la Ministre, demain après-midi sur le débat commune rurale, commune urbaine, solidarité des territoires. Et il s'agit là encore de construire du développement au service des habitants. Simplement, je voulais merci mes chers collègues d'être restés, de vos témoignages. On a entendu des témoignages forts qui viennent d'être énoncés. Merci Madame la Ministre. Parce qu'on a réellement fait un travail important ces dernières semaines ensemble et nous espérons qu'il se concrétise par un véhicule législatif qui aboutira. Le Sénat est vigilant là-dessus. Nous travaillons en coproduction Sénat-gouvernement AMF. Et si nous appelons, nous, à un changement de cadre général, dans le cadre qui nous est imposé, je veux saluer la fluidité des relations que nous avons avec Dominique Faure et aussi avec Elisabeth Borne, parce que c'est une réalité que j'avais indiquée l'année dernière, ce qui ne nous empêche aucune liberté d'expression, mais je pense que Dominique l'a constaté tout à l'heure, mais le savait déjà. A été évoqué dans ce cadre des évolutions qui ne sont pas anecdotiques. Je pense aux communes nouvelles qui ont été évoquées tout à l'heure. Les arbitrages ont été faits dans le sens de ce que préconisait, demandait, exigeait l'AMF depuis longtemps, avec là aussi un travail avec le Sénat, avec Françoise Gatel. Et ce n'est pas des montants extrêmes, et tant mieux d'ailleurs pour les finances de l'État, mais c'est ce qui crée des situations de blocage et des remises en cause de cette extraordinaire initiative que sont les communes nouvelles quand elles sont désirées par les maires et désirées par la population. Et d'ailleurs, vous constaterez, je termine là-dessus, que les communes nouvelles sont certainement la plus grande évolution institutionnelle depuis les lois de décentralisation et qu'elles sont une émanation des maires, de la révolution silencieuse, portée notamment Jacques par Jacques Pélissard. Pélissard à l'époque lorsqu'il était député maire. Et je trouve que c'est une bonne leçon de dire que l'induction, ça marche, c'est comme en cuisine, ça marche parfois mieux que la déduction, que ce qui nous tombe dessus. Voilà. Donc merci à la ministre de nous aider à porter cette parole. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est des actes, c'est des arbitrages.
Et c'est des réalités et nous saurons le rappeler jeudi prochain. Voilà. Merci. Et puis dès demain matin, je le dis, on se retrouvera avec Frédéric Roig et Catherine Lhéritier qui portent cette commission et on rentrera dans le détail qui n'en sont pas parce que c'est tout un tas de choses concrètes que l'exercice du mandat, ces propositions que vous portez aussi Muriel Fabre. Et demain, donc, on continuera aussi à dérouler les enseignements de l'enquête Cevipof avec Martial Foucault. Bonne soirée à tous et à toutes.